C'est plus pareil aujourd'hui. Avec une banque, t'as pas les mêmes risques. T'attaques une banque aujourd'hui, c'est moins risqué. Les grandes banques veulent même plus intervenir quand on les braque. Elles en ont rien à battre, elles sont assurées. Je m'appelle Tokyo. Mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. Alors déjà, bienvenue à tous. Et merci d'avoir accepté cette... disons, cette offre d'emploi. Et ça, c'est fondamental. Il est fondamental de faire en sorte que l'opinion publique soit de la partie. Professeur, on a un problème. Je vois pas l'agneau. Elle est pas là, fais chier. Dans la vie, il y a des séries qui proposent des intrigues avec tact, et puis il y a la Casa de Papel. À la fin des années 2010, impossible d'échapper au phénomène espagnol. Masque de Dali, hymne révolutionnaire et cliffhanger à la chaîne. Véritable porte-étendard de Netflix aux côtés de Stranger Things, House of Cards ou Black Mirror, la série a braqué le monde entier. Mais est-ce que ça en faisait pour autant une série de qualité ? Que nenni. Pour t'en convaincre, viens avec moi voir ou revoir le pilote entre Petite Culotte, Surenchère et Pseudo-Rébellion télévisuelle. La Casa de Papel, c'est la série espagnole qui a fait exploser les compteurs entre 2017 et 2023. Et pour la petite histoire, parce qu'on va mettre les points sur les i et les barres sur les t dès le départ, non, ce n'est pas une série originale signée Netflix. Ah bon ? Oui, je sais, ton écran affichait fièrement cette mention à chaque épisode. Mais ça ne veut pas dire que cela est vrai. Netflix n'a fait que racheter les droits de diffusion à Antena 3, chaîne espagnole qui a produit et diffusé la série à l'origine. Donc non, la plateforme n'a pas pondu la Casa de Papel. Et ce n'est pas un cas isolé. Netflix fait souvent ça, histoire de se donner un peu plus d'importance qu'elle n'en a vraiment. Quelques exemples pour la route. Bodyguard, qui est une production de la BBC, Black Mirror, initialement produite par Channel 4, Designated Survivor, diffusée premièrement sur ABC, puis annulée par cette dernière et sauvée par Netflix. On a le même cas avec la série Lucifer, qui elle rescapée de la Fox, et même Better Call Saul, qui finalement elle appartenait à la chaîne AMC. Et on pourrait poursuivre la liste longtemps. Est-ce que ça aurait un intérêt ? Entre nous, aucun. Mais il me semble important de préciser que toutes ces plateformes acquièrent des droits de diffusion au sein de certains pays et ont ce besoin d'apposer sur ces séries qu'il s'agit d'une production originale. C'est un mensonge! Un petit mensonge marketing qui m'agace tout de même, surtout quand la série devient un phénomène mondial. Car non, Netflix et autres consoeurs n'ont pas le monopole des productions de qualité. Elles peuvent en produire, oui, ça arrive, mais elles produisent aussi de bonnes grosses daubes, il faut le rappeler. Allez, passons à la suite. Donc, La Casa de Papel est une série diffusée initialement sur Antena 3. Elle se compose en gros de 5 saisons pour un total de 48 épisodes. Je dis en gros car, entre le redécoupage des épisodes originaux lors de sa première diffusion sur Netflix et ensuite les saisons scindées en beaucoup trop de parties pour faire languir le public, on se perd assez facilement. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... Merci Netflix pour ton saucissonnage de saison. T'arrives à transformer un braquage de quelques jours en feuilleton de 5 ans. Oh les champions, on est tous ensemble. Ta gueule! Alors, de quoi ça parle ? D'un braquage, évidemment. Et pas n'importe lequel, le plus grand de tous les temps. Voici le synopsis. Un groupe de criminels, triés sur le volet, s'enferme dans la fabrique nationale de la monnaie et du timbre à Madrid, sous les ordres d'un mystérieux génie nommé le Professeur. Leur but, réaliser le casse le plus grand de tous les temps, sans verser une goutte de sang.
Et de là, tout un tas de questions se posent. Qui sont-ils vraiment ? Vont-ils réussir leur larcin ? Le professeur est-il aussi chiant que ton prof de maths en 3e ? Y a-t-il des histoires de fesses ? Pourquoi diable Tokyo parle tout le temps en voix off ? Et surtout, une paella réussie est-elle toujours accompagnée de moules ? Quoi ? Tant de questions auxquelles la série tentera de répondre, parfois maladroitement. Bon, toi, est-ce que tu connais la Casa de Papel donc ? J'ai envie de dire forcément. Parce qu'à moins que tu aies passé ces 10 dernières années dans une grotte, la série doit te parler. Et ça, que tu l'aies vu ou non. Sans doute. Probablement. Enfin, je peux sûr. Mais si, souviens-toi, les combinaisons rouges, les masques de Dali et cette chanson, Bella Ciao, que même Macron fredonnait juste avant de nous confiner pour une énième fois. Parce que c'est notre projet! Qu'on l'ait aimée ou non, elle est devenue une série incontournable des années 2010. Elle fait partie de ces fictions qui ont créé un véritable phénomène de société. Elle a cassé les codes et franchi les portes du 4e mur en s'immisçant pleinement dans la vie publique et même politique. Son message, tout aussi universel que simpliste, a su trouver écho dans la population. Alors, quand je dis simpliste, je ne dénigre en rien celui-ci. Se battre pour des valeurs humanistes et croire en ses convictions, et encore plus quand celles-ci prônent l'égalité des classes et la justice, ça me va parfaitement. Ce que je sous-entends, c'est qu'elle le fait avec ses gros sabots, sans véritable finesse. Alors je sais bien, on n'est pas dans une série philosophique sur la condition humaine, et ce n'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs. Mais bordel, un peu de subtilité n'aurait pas fait de mal. Elle pousse parfois les potards de la Révolution un peu trop loin, si tu veux mon avis. À croire que c'était une collaboration commerciale avec la CGT. Ah, c'était ça alors cette odeur de merguez quand je regardais les épisodes. Je comprends mieux. C'est la merguez partie, tant qu'il y a de l'adresse, c'est pas fini. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce point, on aura pleinement l'occasion d'y revenir par la suite quand on se penchera sur le visionnage du premier épisode. Parce que crois-moi, la subtilité n'était clairement pas invitée au braquage. Et avant d'attaquer le premier épisode, il y a un autre point sur lequel je vais m'engouffrer. T'inquiète, je vais faire court. Tu ne sais pas faire court, mon con. Tu nous emmerdes avec ton test. Ouais, ton contest à chaque fois. Parle de la série, bordel. Ouais, parle de la Casa de Papel un peu. Et surtout de Tokyo. Ah, qu'est-ce qu'elle était bonne, cette meuf. Je lui aurais versé de la sangria sur les nids. Wow, tu vas calmer tout de suite tes ardeurs, mon petit Jean-Clément. Rien ne va dans ton intervention. Déjà, on ne verse rien sur personne sans consentement. Et encore moins de la sangria. Ce choix me laisse d'ailleurs perplexe. Ensuite, je pense que tu voulais dire contexte et non conteste. Et enfin, celle-là, je te l'accorde, il est vrai que faire court, ce n'est pas mon fort. Mais parfois, ce qui est long peut être bon. Comme ma bite. Stop! Je ne pensais pas à une quéquette, mais plutôt à un match de tennis, la trilogie du Seigneur des Anneaux, des vacances en amoureux, ou une coupe mulet. Mais quel rapport? Allez, revenons à notre sujet du jour. Avant d'attaquer l'épisode, parlons du genre de la série dans lequel évolue la Casa de Papel. À l'instar d'une série comme Prison Break, notre série espagnole démarre avec un concept fort. Un concept parfait pour une mini-série de 10 épisodes maximum. 10 épisodes tendus, efficaces et bien ficelés. Effectivement, suivre une bande de malfrats dans un projet de casse, ça tient la route sur une saison. Mais alors quand le casse devient surréaliste, que ça part dans tous les sens, avec des rebondissements invraisemblables, et qu'en prime nos héros nous refont le même coup avec un autre casse et que le tout s'étend sur 5 saisons, on n'y croit plus. Je commence à ne plus y croire. Pourtant, ce que je te raconte là, c'est un résumé ultra rapide de la Casa de Papel. C'est presque digne d'un Prison Break avec un Michael Scofield qui retourne dans la prison après avoir réussi à s'en échapper. Mais il est con celui-là. Tout ça pour dire que pour rester crédible, ces séries devraient savoir s'arrêter à temps. Ainsi, rester percutantes, offrir une seule saison de qualité et partir la tête haute. En résumé, et comme je te l'ai dit plus tôt, se cantonner à un format mini-série. Mais j'anticipe déjà un peu sur ma conclusion. Par conséquent, je m'arrête là et je te propose qu'on y aille. Où ça? Eh bien, enfile ta combinaison rouge, ajuste ton masque de Dali et prépare-toi à rencontrer le professeur. C'est parti pour le premier épisode de la Casa de Papel. L'épisode débute avec la présentation d'un des personnages iconiques de la série, Tokyo, interprété par Ursula Corbero.
Et dès les premières secondes, la Casa de Papel te colle une gifle visuelle. Tokyo se réveille en sursaut, sort son flingue et vise la caméra, en l'occurrence, toi, le téléspectateur ou la téléspectatrice. Tu pensais être tranquille à binge-watcher ta série ? Eh bien non, Tokyo t'accueille en débardeur et petite culotte. On ne va pas se mentir, il y a pire comme accueil. C'est sympathique ici. L'ambiance est là également en mode rouge, signature de la maison close du coin de ta rue. Mais le rouge est aussi le symbole du danger, de la future tenue de nos braqueurs, de la révolution et bien entendu, de l'amour. Oui, la sensualité est palpable, elle est là. La série est muy caliente. Là, je suis dur partout. Je suis dur partout, là. Je me reprends, désolé. Tokyo prend la parole. En voix off, elle raconte son passé de braqueuse, son mec mort et sa cavale. En gros, je te la fais en très court, j'ai perdu mon mec dans un braquage, je suis recherché et j'ai les flics au cul. On sent la tragédie, mais surtout, on sent que la meuf est résignée, presque cool. Tokyo ne pleure pas, elle pose. C'est un peu la Fonzie de Happy Days, version sloggy. La grande classe. La mise en scène voudrait qu'on compatisse, qu'on se dise « Mon Dieu, quelle vie !» Mais en vrai, on se dit surtout « Ok, donc la série commence par une tueuse sexy en tanga, narrée comme une pub pour un parfum quelconque. Et tu sais quoi ? Eh bien ça marche, parce que la Casa de Papel comprend très bien son époque, du style et des personnages impactants. Le reste, on s'en contrecarre. À la scène suivante, Tokyo quitte sa planque en mode incognito, c'est-à-dire avec une perruque, une casquette, une capuche et des lunettes noires. En gros, la panoplie complète du témoin protégé par le FBI ou de la star connue qui déambule dans la rue un lendemain de cuite. Je me suis toujours demandé si finalement ce n'était pas plus louche qu'autre chose de se trimballer avec autant d'artifices. Entre nous, tu croises quelqu'un grimé de la sorte dans la rue, et si en plus il frôle les murs tout en jetant des petits regards en coin partout, tu te doutes bien qu'il ou elle est louche. Dans ce cas, mon conseil, soit tu changes de trottoir, soit t'appelles Interpol. Donc oui, ma grosse tange de Tokyo, ça se voit sur ton visage que tu transpires la culpabilité. Est-ce que vous avez des choses à vous reprocher ? Et la suite le confirme. La police la traque, sa mère est sur écoute, et tout ce petit monde semble prêt à déclencher l'état d'urgence juste pour elle. Vu le dispositif, Tokyo doit clairement avoir atteint les 5 étoiles dans GTA, les hélicos et les chars manquent juste à l'appel pour compléter le tableau. Mais pas de panique, un ballon rouge flotte à l'écran, annonçant la venue du messie des braqueurs, le fameux professeur. Et il arrive dans une voiture, je te le donne en mille, rouge. Parce qu'au cas où t'aurais raté le code couleur, la série te le répète. Ici, tout est rouge, tout est passion, tout est symbolique. Ce qui est certain, c'est que la subtilité est morte à la page 2 du script. Le professeur, quant à lui, il a son style. Un savant mélange entre un comptable, un gourou de secte et un chanteur à succès des années 80. As-tu déjà songé à un nouveau look ? Très posé, il explique à Tokyo qu'elle est cramée, mais qu'il a le plan du siècle. 2,4 milliards d'euros à la clé, si elle accepte de rejoindre son équipe. Rien que ça, le mec, il n'est pas là pour braquer la boulangerie du coin. Et Tokyo répond évidemment « Banco, allons-y !» Pas même un « Attends, mais t'es qui, toi ?» Certes, elle sait pertinemment qu'elle est dans la mouise jusqu'au cou. Mais bon, on ne se fie pas comme ça à un mec qu'on ne connaît pas. De notre côté, on comprend vite la philosophie de la série. La logique, c'est surfait. Quand un inconnu t'aborde dans la rue pour te proposer un braquage à 2,4 milliards, tu dis oui, surtout s'il conduit une voiture rouge. Oui. Oui. Oh. Oh. Oui, 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 et oui. Allez, on passe à la scène suivante. Et attention, montage en mode clip de rockstar. Sur fond de musique pop-rock bien entraînante, le professeur débarque avec sa petite troupe de malfrats. On ne sait pas encore qui ils sont, mais visiblement, ils sont cool. Comment je le sais ? Tout simplement parce que le ralenti nous le dit. Oui, ce procédé magique du cinéma capable de transformer instantanément un type banal en légende urbaine. Ici, on comprend dès les premières secondes que nos héros ne sont pas là pour compter les cailloux dans l'arrière-cour. Non, eux, ce sont les meilleurs, la crème de la crème, des rockstars, que veux-tu ? Le professeur, en parfait chef d'orchestre, les guide vers une grande demeure isolée, leur futur QG, là où ils vont préparer avec minutie leurs méfaits. Mais pour l'instant, aucune stratégie à l'horizon, juste du style. Comme si la série tenait à te faire passer un message pas si subtil que ça. Ces gens, ce ne sont pas des braqueurs.
Ce sont de véritables rockstars, des rebelles, des icônes, des demi-dieux espagnols qui avancent au ralenti comme s'ils sortaient tout droit d'un clip de Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Stop! Stop! Finalement, le message est limpide. Si tu veux de la finesse, passe ton chemin. La série ne fera pas dans la discrétion ni la cohérence, mais dans le glamour, l'esthétique et la cool attitude. Et tout ça, on l'a déjà parfaitement compris en seulement quelques minutes. Nous allons à présent faire connaissance avec tout ce beau monde et leur pédigré. Le professeur les installe dans une pièce qu'il a soigneusement agencée comme une salle de classe. La comparaison avec l'école s'arrête là, parce qu'ici, les élèves ne sont pas là pour réciter la table de 9. Ils ont chacun une spécialité dans laquelle ils semblent exceller. Mais si on repense à nos années collège, ils étaient clairement celles et ceux du fond de la classe, collés au radiateur. Ouais, tu sais, les cancres et autres branleurs. Ils vivaient vraiment comme des petits branleurs, hein. Et d'ailleurs, en y repensant, moi aussi j'avais souvent chaud en cours. Le chauffage, c'était un peu mon pote. Oh bordel. Mais pourquoi je ne suis pas devenu braqueur ? La voie était pourtant toute tracée. J'étais né pour ça. J'aurais pu faire partie de la team et m'appeler Plougastel d'Aoulas, mon blase de voleur. Car oui, nos amis décident de rester dans l'anonymat les uns pour les autres en se donnant comme pseudo le nom d'une ville. Sur ce, trêve de digression sur mon passé que je n'ai pas eu de délinquant et recentrons-nous sur la série. Donc, le professeur leur explique que l'annonce à laquelle ils ont répondu les engage pour une durée de 5 mois. 5 mois de préparation enfermés ensemble pour planifier le casse du siècle. 5 mois. Non mais quelle horreur. La pire colonie de vacances de ta vie. Tu connais personne, t'es coincé avec une bande de mecs et de meufs qui ont toutes et tous des têtes de repris de justice et en plus tu as un type avec les lunettes de Nana Mouskouri qui t'enferme dans une salle de classe pour te faire travailler. Franchement, au secours. Au secours! Il y a un ours de liberté chez moi, au secours! Au secours! Donc, voici la bande de fripouilles. Oui, je parle comme dans Mickey Magazine. Ça te pose un problème ? Donc, nous avons Berlin, le casseur-charmeur, Moscou, le mec qui creuse les trous et qui manie tous les outils, Denver, le bagarreur au rire de merde, on aura l'occasion de revenir sur ce rire un peu plus tard, Rio, le pirate informatique et celui qui fait chavirer le cœur de Tokyo, Helsinki et Oslo, les frangins baraqués adeptes des armes lourdes, Nairobi, spécialiste de la contrefaçon et accessoirement un peu siphonné du bocal, Tokyo, notre narratrice et bombasse officielle, et bien sûr le professeur, la tête pensante du projet, l'intello de la team. Une fois les présentations faites, le professeur expose son plan et l'importance capitale d'être bien perçu par l'opinion publique. Il leur explique qu'ils devront apparaître comme des Robins des Bois modernes. Puis, il balance la grande révélation. Leur cible sera la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Et c'est sur cette information que le générique débute enfin, après 11 minutes. On est peut-être sur un record. À ce niveau-là, autant ne pas mettre de générique. Ça n'a plus beaucoup de sens. Bon, dans tous les cas, je ne vais pas m'attarder dessus. Il n'est pas mémorable, mais pas dégueulasse non plus. Disons qu'il fait le taf. En tout cas, il n'est pas pire que celui de Pour être libre, et ça, c'est déjà une grande qualité. Ce n'est pas difficile. On se retrouve à présent le jour du casse, le moment qu'on attend depuis le début, celui où la série va enfin passer aux choses sérieuses. Mais avant toute chose, petit détour artistique de la troupe. Nos braqueurs se lancent dans un débat interminable sur le choix du masque. Oui, ce fameux masque de Dali que tu as vu partout, sur les réseaux, sur les t-shirts, les mugs et même sur le visage des gamins lors des kermesses. Tout comme celui de Squid Game d'ailleurs. Mais vous êtes cons ou bien les parents ? À 6 ans, on se déguise en pyjamasque, Oh, ta gueule. en princesse ou en super-héros, pas en personnage de série pour adultes. Bande de crétins. Crétin de cook! Donc, après un débat tout aussi long qu'inintéressant sur le choix du masque, on entre dans le vif du sujet avec le braquage du convoi qui leur permettra de rentrer dans le bâtiment tant convoité. Le convoi récupéré en route pour le casse, ou du moins c'est ce qu'on croit, parce qu'évidemment, la série décide qu'il faut enrichir un peu tout ça avec des personnages secondaires. Ceux-là même qui vont finir otages dans la fabrique. Et c'est là qu'on se retrouve coincé dans un bus, avec 2 adolescents en pleine montée hormonale. Ils se regardent, ils se frôlent, bref, ils ont envie de se lécher la glotte. C'est long, c'est chiant et surtout, on s'en fout. Mais qui ça peut bien nous foutre?
Dans la scène suivante, nous faisons la connaissance de 2 nouveaux personnages qui auront une grande importance tout au long de la série. Il s'agit d'Arturo, le directeur de la banque, on appellera le lieu comme ça, ce sera beaucoup plus simple, et Monica, sa secrétaire. Cette dernière est une jeune femme très sympathique et douce, en tout cas elle en a l'air. Mais malheureusement, elle a eu la foutue idée de s'acoquiner avec son patron, ce bon gros connard d'Arturo. Ah, et dès le début, il va nous démontrer en beauté qu'il n'est pas qu'un directeur, il est aussi roi. Le roi des bons gros enculés. Car oui, notre petite Monica vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Et qui c'est le papa à ton avis ? Ah, ce n'est pas moi pour une fois. Mais non, ce n'est pas toi. Comment ce serait possible ? Et d'ailleurs, tu n'as aucun lien de parenté avec Monica, donc je sais pertinemment qu'elle ne va pas t'attirer, triple buse de consanguin. Ordure consanguine pompeuse. Eh bien oui, le père, c'est ce bouffon d'Arturo. Et le type, il n'est pas très content d'apprendre l'heureuse nouvelle. À quoi tu joues? Je t'annonce que je suis enceinte et tu te barres, c'est tout ce que t'as trouvé à dire? Qu'est-ce que tu veux, Monica? Que j'appelle mon épouse et qu'elle débarque avec les gamins pour fêter la bonne nouvelle tous ensemble? Parce que oui, le roi des enfoirés est marié, a des gosses et surtout une image à tenir, celle du patron modèle, qui se tape quand même sa secrétaire entre 2 réunions. Donc, il se plaint et il n'est pas content. Oh mais dis donc mon pauvre petit loulou, il fait sa petite crise. Pourtant t'étais bien content quand tu te déhanchais sur les reins de Monica, à moitié affalé sur ton bureau avec ton pantalon de costard aux chevilles et ta doudoune sans manches de cadre supérieur. Alors maintenant t'assumes, sale connard. Espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Excusez-moi, je respire, je me calme, tout va bien, ce n'est qu'une série. Pendant que Monica et Arturo se déchirent, nos intrépides casseurs pénètrent enfin dans l'enceinte de la banque. Le plan paraît bien ficelé. Je reste néanmoins circonspect devant l'incompétence des gardes. En effet, Tokyo et Nairobi débarquent déguisés comme des voitures volées avec des perruques de chez la foire fouille. Mais ça ne semble pas trop les interpeller. De bonnes recrues si tu veux mon avis. Après 24 minutes de prélude, le casse démarre enfin. Au moins, on n'aura pas attendu toute la saison, c'est déjà un bon point. En attendant, c'est le concept que vendait la série au départ. Bon déjà, elle nous fourvoie avec une multitude de flashbacks pour nous présenter les personnages et les préparatifs du casse, et il n'aurait plus manqué qu'elle nous fasse languir pendant toute une saison pour le cœur du braquage. Attends mon petit gars, tu es en train de démonter le concept de la série ? Parce que si c'est le cas, c'est que tu n'as rien compris. La Casa de Papel est la série culte par excellence. Elle a tout inventé. Son histoire est complètement dingue. Il n'y a rien eu de mieux avant, et il n'y a rien eu de mieux depuis. Donc ne t'avise pas trop à la critiquer, jetez à l'œil. Je me demandais quand tu allais débarquer ici même. Je sais parfaitement, mon cher Jean Gaspard, que tu voues un culte à cette série espagnole et plus largement à toutes les séries Netflix. Mais tu sais, il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Et entre nous, la Casa de Papel n'a rien inventé. Ah! Comment oses-tu ? Bon, stop, on arrête là, le débat est vain. On se déconnecte de son compte Netflix, on éteint la télé et on va prendre l'air, mon petit Jean Gaspard. Oui, là-bas, au bord de la falaise. Tu verras, la vue est magnifique. Oh, que c'est beau! Revenons à la série. Alors que nos braqueurs sèment la zizanie dans la banque, la panique gagne le professeur et Tokyo. En effet, la gamine du bus manque à l'appel. Or, elle est un pion essentiel du plan machiavélique du professeur. Eh bien, figure-toi qu'il s'agit des ados de tout à l'heure et que la fille est dans les toilettes en train de jouer à touche-pipi avec le mec. Bon, il s'avère que ce dernier est un bon gros connard et qu'il veut envoyer des nudes de la nana à tout son réseau. C'est le fils d'Arturo ou quoi ? En attendant, elle aurait pu le voir venir. Le type a clairement la tête du salaud. Alors ça n'excuse en rien le geste de celui-ci, qui mérite un châtiment digne de ce nom. Lequel ? Je réfléchis... Bon, ne tergiversons pas. Coupons-lui les couilles. D'accord, je le suis. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, Berlin se présente aux otages comme le responsable des opérations. Force est de constater que le mec a un sacré charisme. Il a la prestance, la voix, la classe et l'intelligence. Le genre de personnage qu'on adore détester, mais qu'on écoute religieusement. Pour moi, c'est un très bon point. Pendant ce temps, dans les entrailles de la banque, Moscou réussit à forcer l'accès au coffre-fort. Et là, son fils, Denver, nous présente alors toute l'étendue de sa connerie. Le gars se jette sur les liasses de billets et mime une scène de levrette. Devant son père, oui, tout à fait, devant son papa. Ah, je sens que je vais bien dormir, pas. Je sens que je vais faire des rêves de dingue.
Tirez un coup. Ici. Boum, 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 boum. Ça suffit, les idioties, on a du travail. Dépêche, crétin. Alors déjà, niveau timing, c'est foireux. Ensuite, comme diraient les ados de maintenant, c'est gênant. Le tout accompagné de son rire idiot. Non mais mec, c'est ton daron, pas ton pote de soirée. Tu pratiques des partous en famille ou bien? T'es peut-être de la famille de Jean Clément, non? Heureusement, Moscou recadre Fiston sur les enjeux du moment, et pendant que Denver retrouve un semblant de dignité, retour du côté de Berlin. Lui, il demande à Monica de reprendre son rôle de secrétaire en feignant un problème technique à la banque qui pourrait justifier la fermeture du bâtiment. Nouvelle scène, nouveau flashback. La série nous propulse cette fois du côté de Tokyo et Rio. Et pour illustrer leur connexion émotionnelle, la Casa des Papel nous rejoue sa scène fétiche. Tokyo en t-shirt et petite culotte. Et ce, pour la deuxième fois en un seul épisode. Quel spectacle magnifique, mes amis! On a compris, merci. Ursula Cordebo est tout à fait charmante. Inutile de le rappeler toutes les 10 minutes à grand renfort de sous-vêtements. Tu essayes de nous démontrer quoi? Que si tu ne restes pas pour le scénario, tu resteras pour te rincer l'œil? C'est malin, certes, y a pas à dire. Ils ont compris comment faire rester le téléspectateur lambda. De l'action, des armes, des rebondissements à foison et du cul. Bravo, messieurs. Bon, je te passe les détails de cette scène entre nos deux tourtereaux car ce n'est pas bien passionnant. En résumé, Tokyo explique à Rio qu'ils ne sont pas vraiment un couple, qu'ils ont bien baisé pendant 5 mois et qu'il est grand temps de se concentrer sur le casse. 3 secondes plus tard, elle se ravise et elle lui saute sur le poireau. Que veux-tu, Tokyo, c'est une femme pleine de mystères, de contradictions et de pulsions. Voilà la petite coquine. On arrive enfin au cœur du sujet, le grand plan du professeur. L'idée, faire croire aux autorités et aux otages qu'il s'agit d'un simple braquage mené par une bande d'amateurs. L'objectif réel, rester enfermé à l'intérieur de la banque. Pourquoi? Mystère. En attendant, tout ne se passe pas comme prévu et les échanges de coups de feu ne réussissent pas à nos amis. Ils brisent donc la première règle, donnée par le professeur, ne tuer ou blesser personne. C'était pourtant simple, non? Se pose alors la question du positionnement proposé par la série concernant le professeur. Il est présenté depuis le début comme quelqu'un qui a tout prévu, tout calculé, tout anticipé pour que son plan se déroule sans anicroche. Et pourtant, dès le départ, sur un détail qui semble assez essentiel, il se passe un drame. Tu croyais quoi, mec? Tu pensais que tes gars pouvaient tirer en l'air pour faire diversion sans que la police riposte? Tu t'attendais peut-être à ce qu'ils applaudissent? Et sur cette dernière scène tragico-risible, s'achève le premier épisode. Plusieurs questions se posent alors à nous. Ce cliffhanger n'est-il pas uniquement présent pour nous faire rester et nous pousser à lancer le deuxième épisode? Spoiler, bien sûr que si. Le professeur a-t-il déjà mis des heures de colle à ses élèves les plus indisciplinés? Nos braqueurs vont-ils toutes et tous s'en sortir vivants? La production a-t-elle eu une collaboration commerciale avec les culottes de la marque Obad? Et surtout, est-ce le véritable rire du comédien interprétant Denver? Autant de mystères qui te pousseront très probablement à poursuivre la série. Pour ma part, j'ai déjà donné. Si j'ai un seul conseil à te donner, arrête-toi à la saison 1. Après, ça devient comme un défilé de la CGT qui entonne Bella Ciao. C'est long, répétitif, et ça pue la merguez. What? Alors avec tout ça, est-ce que ça valait le coup de revoir le pilote de la Casa des Papel? Tu l'auras bien compris, si tu te cantonnes à la première saison, tu auras droit à une série qui vaut le détour. Certes, tu ne connaîtras pas la destinée de certains personnages, mais est-ce vraiment grave? Franchement, pour moi, non. Parce qu'entre nous, mieux vaut rester sur une bonne impression plutôt que de voir tes personnages préférés devenir des caricatures d'eux-mêmes qui évoluent dans un univers aux multiples rebondissements absurdes, le tout avec des monologues révolutionnaires tout droit extraits du parfait petit communiste pour les nuls. Meurs, pourriture communiste. Je l'ai déjà exprimé en introduction de cet épisode, et dans l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps, La Casa des Papel aurait pu être une bonne série du genre action-braquage, à la fois nerveuse, bien rythmée et efficace, mais au fil des saisons, elle s'est engouffrée dans une surenchère grotesque, répétant sans cesse les mêmes ficelles, jusqu'à se parodier elle-même. Ce n'est que mon avis, mais La Casa des Papel a commis la même erreur que Prison Break. Si elle s'était arrêtée à la saison 1, elle aurait pu rejoindre le panthéon des séries marquantes. Au lieu de ça, elle s'est transformée en soap à slogan révolutionnaire, conçue pour faire vibrer les fans de Che Guevara en manque de sensations. Et honnêtement, je trouve ça triste. C'est triste. Bref, si tu veux vraiment profiter de la série,
arrête-toi à la première saison, imagine ta propre fin et passe à autre chose. En tout cas, c'est le conseil que je te donne. Parce que je suis là aussi pour toi. C'est exactement à ça que sert ce genre d'épisode. Soit te donner envie d'aller plus loin dans certaines séries, soit te conseiller de ne pas aller au-delà de la saison 1, et c'est notre cas ici, soit tout simplement t'empêcher de faire la pire erreur de ta vie en te lançant corps et âme dans une fiction de piètre qualité. Et oui, je parle de toi pour être libre, et je parle aussi de toi manimal, ouais, il y en a plein en fait. Bon, en résumé, les aspects positifs de cet épisode. Le scénario, il avance vite, on entre rapidement dans l'action. Les personnages, sans être véritablement creusés pour l'instant, donnent envie de les connaître un peu plus. L'intrigue laisse entrevoir de nombreux rebondissements, promettant un vrai potentiel. Et bien sûr, impossible de ne pas saluer la qualité irréprochable du coton des petites culottes de Tokyo. La production a le sens du détail. Bref, le pilote tient la route. Ce n'est pas la série du siècle, mais on passe un bon moment devant un braquage assez bien ficelé et une mise en place efficace. Quant aux aspects négatifs de l'épisode, la voix off de Tokyo. Ce procédé de narration explicative est courant que ce soit au cinéma ou dans les séries télévisées. De prime abord, ça ne me dérange pas du tout. Il peut avoir son utilité, et d'ailleurs dans La Casa de Papel, ça me convient la plupart du temps. Malheureusement, il est utilisé à outrance, comme si la série avait besoin de tout nous expliquer, tout contextualiser, nous prendre par la main à chaque instant. Bordel, laisse-nous respirer, laisse-nous interpréter, laisse-nous imaginer. Parce qu'à la longue, les interventions de Tokyo fatiguent. Ouais, t'as raison, elle est vraiment chiante, hein. Et dans les aspects négatifs, il y a aussi les personnages. On a certes envie d'en savoir plus sur eux et elles, on a envie de les connaître, mais on sent déjà poindre les archétypes lourdingues et les comportements répétitifs qui deviendront vite insupportables. Pour conclure, revoir ce premier épisode de La Casa de Papel n'a pas été éprouvant, loin de là. Il y a de bonnes idées, un rythme soutenu, une mise en scène plutôt soignée. Est-ce que pour autant je vais me lancer dans le visionnage de toute la série ? Certainement pas. Uniquement de la saison 1 alors ? Non plus. La série espagnole fait partie de ces séries que j'ai vues une fois et qui ne méritent pas plusieurs visionnages. Mon temps est précieux, j'ai d'autres priorités. D'ailleurs, je vais aller compter les vers de terre de mon lombricomposteur et voir si Tokyo s'est enfin accouplé avec Michael Scofield. Vous demande pardon ? Oui, j'ai donné un petit nom à chacun de mes vers, et comme ça, je fais des fusions de séries. Ici, j'obtiens par exemple Prison de Papel. Non. Non. Qu'ai-je donc fait ? Oh non, c'est un cauchemar. Oh, mon Dieu. Cet épisode sur la découverte ou redécouverte du pilote de La Casa de Papel s'achève ici. J'espère que ça t'a plu et que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je t'invite à venir me faire part de ton avis sur cet épisode, ou tout simplement de ton amour ou de ta haine pour La Casa de Papel sur le site de la Crypto-Série ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok ou encore Thread. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube La Crypto-Série. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour le pilote d'une nouvelle série. D'ici là, profite de la vie, méfie-toi des filles qui t'accueillent en petite culotte, et bisous.